what has taken place here is a travesty of justice. We did nothing wrong. I did nothing wrong. Finding former President Donald Trump has committed fraud. I just want to find 11,780 votes. President Biden making it official he is running, well aware of concerns about his age. I said we're in a battle for the soul of America, and we still are. Des secrets nucléaires, Jack Smith, la juge Cannon, Trump et le procès des documents secrets de Mar-a-Lago, c'est la chute et c'est maintenant. Bonsoir tout le monde. Bonjour si vous êtes là depuis le continent nord-américain et le Québec en particulier, très heureux de vous retrouver. J'ai eu la surprise comme vous de voir que Cody a fait l'introduction de cette émission. C'était sympa. J'ai appris ça il y a juste 3 minutes. Et j'ai dit il y a pas de problème. Vas-y, allez-y. Il tenait à vous remercier d'hier et évidemment forcément après cette émission hier, cette émission qui était très particulière parce que vous le savez c'était mon anniversaire et vous me l'avez démontré, je suis repassé après dans le chat, c'était la folie, je suis allé un petit peu voir tout ce que vous avez écrit, donc oui j'ai tout vu puis vos super chats et puis tout ça, donc hier c'était vraiment une journée extraordinaire, vous avez rendu mon anniversaire une journée mémorable. Merci beaucoup. Hier l'émission était tellement chargée que du coup on a décidé avec Thomas qui produit et réalise cette émission, on a décidé d'en faire la deuxième partie aujourd'hui. Donc c'est une chute. Vous savez, vous êtes habitués à ce rendez-vous du samedi qui est vraiment notre rendez-vous magazine avec nos rubriques, nos insiders, notre moment maga et puis notre gros dossier. Aujourd'hui, on met tout ça de côté parce que l'idée est vraiment de se concentrer sur le dernier dossier contre Trump. Vous savez, souvent sur Twitter, sur X, j'utilise ce gif de Bill Barr, l'ancien ministre de la Justice de Trump, qui dit « is toast ». Il est grillé, il est cuit. Donc nous on vous a fait l'emoji, c'est pas celui de Bill Barr, mais bon vous le connaissez, si vous l'avez c'est le moment de l'utiliser. Et donc cet emoji de Bill Barr vient d'une interview où il réagissait aux détails de l'inculpation de Donald Trump dans cette affaire des documents secrets de Mar-a-Lago et il concluait que Trump est cuit. Oui, Trump est cuit. Mais pour cela, il faut qu'on arrive à un procès et c'est toute la difficulté. Donc ça va être le sommaire. Aujourd'hui, on va essayer de savoir ce qui se passe vraiment avec la juge Cannon, s'il y a une manière de faire accélérer tout ça, s'il y a une manière de la remplacer. On va parler des derniers. Hier, ça s'est passé. Il y a eu un document une motion de 68 pages déposée par Jack Smith, le procureur spécial que j'ai lu, donc on va en parler aussi, et des dernières révélations de l'enquête de Jack Smith sur ce qui s'est passé à Mar-a-Lago autour de ces documents secrets et du rôle précis et actif de Donald Trump. Vous allez voir, si vous aimez les histoires d'espionnage, si vous aimez les histoires folles, ça sera notre moment Père Castor. Vous allez vraiment adorer tout ça. Salut le chat. Avant de commencer, je voudrais saluer tout le monde qui est là pour ce back-to-back, comme on dit en bon français, sur cette deuxième émission à la suite. On était là hier, on est là aujourd'hui, on sera là beaucoup la semaine prochaine. N'oubliez pas les rendez-vous en direct, Cody vous l'a dit, cliquez sur la sonnette. Hier, on a parlé de différents procès
qui arrivent à terme avec des verdicts, ou alors qui vont débuter, ou alors qui sont repoussés. Alors, on a parlé de cette décision que l'on attend tous de la cour d'appel de DC sur la notion d'impunité totale de Trump. Ça tombera peut-être cette semaine, donc on fera ça en direct. Il y a le verdict d'Engoron qui peut entraîner la ruine de Donald Trump qu'on attend début février. Nous y sommes jusqu'au 15, donc ça sera peut-être la semaine prochaine. Le 8 février, on le sait, il va y avoir la Cour suprême qui se réunit pour entendre les arguments pour disqualifier ou pas Donald Trump de l'élection présidentielle. C'est un moment historique, un moment important. On sera en direct, donc inscrivez-vous. Et le 15, normalement, le 15 février, nous serons en direct de Fulton County, Atlanta, où le juge McAfee devrait, sauf s'il décide d'annuler la procédure, pas la procédure, mais d'annuler ce rendez-vous-là, cette audience, devrait entendre les arguments sur l'affaire Fannie Willis, donc tout ce qui va toucher au fait de savoir si on doit ou pas la disqualifier et si la procédure contre Donald Trump dans le cadre du Georgia's RICO Act doit continuer. Donc c'est énormément de rendez-vous et ça va être comme ça. Il y a des primaires au milieu, donc si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la notification, comme vous l'a dit Cody, en plus c'est complètement gratuit, c'est une manière formidable de nous soutenir. Vous nous avez aussi soutenu avec des super chats hier, avec des super thanks. Depuis, vous avez été maintenant, on est près de 280, je crois, personnes sur chutistes sur Kiss Kiss Bang Bang, c'est formidable, vraiment, merci énormément. Il y a un intérêt grandissant, on a dépassé 25 000 vues sur une de nos émissions, voilà. C'est formidable, c'est grâce à vous, merci beaucoup, vous le savez, c'est complètement sincère. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, on fait une petite pause, quelques secondes, et on se rend du côté de la Floride avec le procès, peut-être, bientôt, on espère, des documents secrets de Mar-a-Lago. À tout de suite. Je voudrais remercier Marie-Françoise qui me dit « Bonsoir les chutistes, je suis nouvelle sur le Super Chat, mes fidèles auditrices, spectatrices en replay des podcasts de la team Raymond. Bienvenue, merci à toi Marie-Françoise de soutenir notre travail. C'est toujours très apprécié. Merci encore. Donc, juillet 2023. La juge Cannon, que l'on connaît parce que elle a déjà été impliquée dans ces affaires de Donald Trump lorsqu'il a essayé de gagner. Il a réussi, ça a duré, il n'a pas réussi autant que ce qu'il voulait, mais il a réussi à gagner quelques semaines, voire un mois et demi, en demandant que dans le cadre de l'enquête menée par le procureur Smith sur les documents secrets de Mar-a-Lago. Je vais vous expliquer en quelques secondes et en quelques mots quelle est cette affaire-là. Il avait réussi en décidant d'aller transférer, faire une demande de dossier dans une petite cour à Fort Pierce en Floride, que le dossier de cette demande de Special Master soit donné déjà à la juge Cannon. Pourquoi la juge Cannon? Eileen Cannon est non seulement une juge qui a quasiment pas d'expérience de ce genre de dossier, qui n'a pas d'expérience tout court, c'est une nouvelle magistrate fédérale, et surtout c'est la dernière ou quasiment magistrate nommée par Donald Trump. Et donc en juillet dernier, c'est elle qui hérite de l'affaire
des affaires les plus importantes. On parle beaucoup, à raison, de celle du 6 janvier, mais cette affaire est d'autant plus importante que elle ouvre la porte à des questions extrêmement importantes et inquiétantes qui vont jusqu'à de la trahison de la part de Donald Trump. C'est non seulement s'emparer de documents secrets, des secrets nucléaires, des dossiers sur le renseignement américain, des dossiers classés encore aujourd'hui au plus haut niveau de protection du gouvernement américain. On est au-dessus du top secret. Donc Trump a embarqué ces documents au moment de son départ de la Maison-Blanche. Nous avons fait une émission sur tout le dossier russe, par exemple, qui a disparu de la Maison-Blanche le 20 janvier 2021, quand Trump quitte la Maison-Blanche. Donc ça, je vous conseille d'aller la voir. C'est une émission qui vous avait fasciné et qui est fascinante. Et donc Trump embarque ces documents-là, fait tout pour ne pas les rendre malgré les différentes demandes faites par d'abord les archives nationales et ensuite par le département de la justice. On va raconter certains de ces détails. Et donc, il se retrouve inculpé pour ça. Hein. C'est vraiment à deux niveaux. Il faut garder ça en tête. C'est que non seulement il a, de manière illégale, il a pris ces documents avec lui lorsqu'il a quitté la Maison-Blanche, mais après, je vais vous en raconter certains de ses efforts. Il y a toute une volonté d'effort de la part de Donald Trump de dissimuler ces documents, de refuser de les rendre, de mentir à ses avocats, de mentir au département de la justice pour garder ces documents secrets. Dans quel but? Jack Smith est persuadé d'avoir trouvé la réponse. Il a promis que lors du procès, il expliquera quelles étaient les motivations de Donald Trump. On se doute de certaines. Hein. Il y a eu des témoignages entre autres d'un homme d'affaires australien où Trump donnait certaines informations. Donc tout ça constitue le dossier Mar-a-Lago, et ce dossier-là, le hasard a voulu que ça soit la juge Cannon, donc cette fameuse magistrate nommée par Trump, qui a hérité de ce dossier et qui, en juillet 2023, donc a fait une déclaration et a pris une décision immédiate. Sa déclaration, c'est qu'elle ne souhaitait pas de délai dans cette affaire-là. Hein, donc c'était en juillet, elle ne souhaitait pas de délai. Elle annonçait même que le procès aurait lieu en mai 2024, donc dans 3 mois. Et sa première décision, même si on l'a un petit peu oublié, a été de déplacer le procès qui devait se dérouler à Palm Beach, où se passent d'habitude les procès fédéraux, où il y avait toute une structure et une taille suffisamment importante pour accueillir le cirque Trump qui va suivre, que ce soit le nombre de médias, d'avocats et de procédures de sécurité qui va suivre ce procès. Elle a préféré transférer ça dans sa salle d'audience à Fort Pierce, qui est un endroit beaucoup plus petit et qui a un énorme avantage. Palm Beach est une zone, un county qui est essentiellement démocrate, c'est-à-dire que lorsque l'on aurait tiré au hasard des citoyens, on aurait eu plus de chances d'avoir des opposants de Donald Trump, et donc elle a fait transférer ça à Fort Pierce, où l'essentiel des habitants, Fort Pierce, c'est différents comtés politiques en Floride, dont certains où Trump a fait 70 à 75% des voix en 2020, et donc ce qui veut dire que lorsqu'on va tirer au sort les jurés à Fort Pierce, forcément ça va être des soutiens de Donald Trump. Donc ça a été son premier acte, et le seul, parce que voilà, depuis sa déclaration où elle ne souhaitait pas de délai, finalement il n'y a que ça.
sous d'autres termes, mais il n'y a que des délais. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez tous remarqué le silence de Donald Trump sur la juge Cannon. Trump qui, au quotidien, il a encore fait aujourd'hui, je vous ai posté un de ses derniers messages sur l'affaire Fannie Willis en disant j'ai vraiment le sentiment que c'était le scénario d'une telenovela, donc d'un soap opéra écrit sur ChatGPT, tellement que c'est mauvais. Mais bon, donc vous le savez, Trump attaque tous les magistrats, tous les procureurs de toutes les autres affaires en expliquant qu'il est toujours une victime de tout le monde, même si ces procédures n'ont rien à voir avec les autres, les unes avec les autres, que certaines sont au niveau fédéral, certaines sont au niveau de l'État, certaines sont en civil, dans certaines ils risquent la prison, dans d'autres ils risquent des amendes, dans d'autres ils risquent des dommages et intérêts. Pour Trump, tout ça c'est pareil, c'est pour l'empêcher d'arriver au pouvoir, même si ce sont des procédures qui ont commencé avant même qu'il soit candidat, avant même qu'il quitte la Maison Blanche d'ailleurs, ce qui est assez intéressant sur certaines. Mais bon, donc il attaque tout le monde en permanence, mais il ne dit jamais rien sur ce dossier de Mar-a-Lago et sur la juge Cannon qui pour l'instant a échappé à ses critiques. Et c'est compréhensible parce que depuis cette déclaration de « je ne veux pas de délai » en juin 2023, il s'est quasiment passé rien ou presque du côté de ce dossier qui est non seulement extrêmement solide, encore une fois, contre Donald Trump, qui est finalement relativement simple. C'est un des points de Bill Barr lorsqu'il en avait parlé en disant voilà, on est dans du A plus B plus C, c'est clair. Il y a des déclarations, il y a des déclarations écrites des avocats de Trump, il y a des demandes, il y a des faux témoignages, il y a des images vidéo, c'est complètement évident. Et pourtant, donc, il ne se passe presque rien. Il y a une stratégie, il y a un terme aux États-Unis pour parler de ce qu'est en train de faire la juge Cannon. On appelle ça jouer à death ball, donc à ballon mort, c'est-à-dire que il ne se passe rien. Elle profite du fait, encore une fois, c'est quelque chose dont on a parlé hier, le fait que la justice très souvent, mais pas toujours, on a vu pour l'appel de Trump dans l'affaire de diffamation et du paiement de ces 83,3 millions, qu'il aura 30 jours pour poster l'argent d'une manière ou d'une autre. Donc là, il y a des délais qui existent, mais très souvent, il n'y a pas de délai. C'est à la discrétion du magistrat, en espérant que le magistrat continue dans des délais raisonnables à faire avancer son dossier. Et là-dessus, la juge Cannon avance à la vitesse d'un escargot en plein sprint. Ça va pas très vite. Mais c'est légal. C'est bien le problème. Évidemment, ça ouvre, petite parenthèse, une véritable question, c'est que la justice, et là je pense beaucoup à ce délai incompréhensible au niveau de la cour d'appel d'ici sur la question de l'impunité totale de Donald Trump, où ça va faire un mois qu'on attend une décision sur un cas, encore une fois, qui est relativement simple. On a tendance à se dire que la justice américaine oublie par moment, par souci de protection, par souci de ne pas faire une erreur, par conscience du moment historique, peut-être aussi des fois, même si je ne suis pas un partisan de cette théorie-là, par fidélité politique, oublie qu'elle est là au service aussi du citoyen et que face à ces délais, il ne faut pas non plus négliger le fait que les citoyens américains qui voteront le 5 novembre prochain ont ce besoin d'être informés. Il serait tout à fait normal que ce procès-là, dans le procès de Mar-a-Lago, mais
le procès du 6 janvier, qui pose une question extrêmement grave, qui est de savoir si Trump ou pas a tenté un coup d'État, que les électeurs, avant de se prononcer, aient la réponse. Mais comme la justice prend son temps et que Trump abuse de ce réflexe de prendre son temps, on oublie cette obligation de se dire, voilà, il faut donner les informations aux électeurs pour qu'ils puissent choisir en connaissance de cause. Je peux vous dire que ça changerait beaucoup de choses, pas au niveau de la base de Trump forcément, mais ça changerait beaucoup de choses au niveau de certains électeurs indépendants, certains républicains qui ne sont pas prêts à voter Joe Biden et qui hésitent à aller vers Trump parce que il ne correspond pas à leur vision du parti républicain, de savoir que Trump a effectivement participé et fomenté un coup d'État, qu'il vient d'être condamné, ou que par exemple dans l'affaire Cannon, il a tout fait pour soustraire des documents extrêmement sensibles aux yeux des autorités américaines pour, pourquoi pas, en obtenir un avantage financier ou politique. Ça serait des choses extrêmement importantes et qui auraient un effet concret. Donc voilà, fin de la parenthèse, c'est aujourd'hui la seule critique que je peux formuler sur la justice américaine, c'est qu'elle a tendance à oublier ça, de vouloir tout faire comme il faut, en respectant les droits du prévenu, donc de Donald Trump. Et je ne parle pas ici de ne pas respecter ses droits. Il y a des procédures accélérées. Pourquoi elles ne sont pas appliquées? La juge Cannon peut travailler plus rapidement que ce qu'elle fait. Pourquoi elle ne le fait pas? En oubliant qu'il y a cette responsabilité. Donc la question qu'on me pose, pour revenir à Cannon, la question qu'on me pose très souvent, que vous vous posez tous, je sais, mais est-ce qu'il n'y a pas une manière de faire accélérer la juge Cannon ou de la remplacer par rapport à cette stratégie donc de la death ball où elle ralentit tout, ou lorsqu'elle pourrait prendre une décision qui sont souvent des décisions basiques, qui sont des décisions juste de procédure avec des lois extrêmement claires, où elle pourrait publier son avis en 5 jours, en 10 jours, en 15 jours, elle va prendre 2 mois. Elle va prendre 2 mois pour le faire. Et donc, qu'est-ce que on peut faire? Qu'est-ce que Jack Smith peut faire par rapport à ça? Déjà, il faut bien que vous compreniez, c'est que Jack Smith travaille au quotidien à arriver à ce but-là. Le but, c'est quoi? Aujourd'hui, le coup de génie de la juge Cannon, qui aurait pu se récuser, elle, au départ de l'affaire, elle ne l'a pas voulu, très bien, c'est son droit, je n'ai aucun problème avec ça. Son coup de génie est le suivant. Elle sait, c'est l'expérience qu'elle a vécue, qui était une des expériences les plus traumatisantes et honteuses de l'histoire de la justice américaine, lorsque elle a donné raison à Donald Trump sur ses demandes de faire réviser tous ces documents par un special master, et que donc la décision, ce qu'on appelle le order de Cannon, est partie immédiatement en appel, et que la juge, le 11e circuit, les juges au-dessus d'elle, qui sont des juges républicains conservateurs, à l'unanimité, non seulement lui ont retiré le dossier, mais en expliquant que sa décision était une première dans l'histoire de la justice, que jamais aucun juge avait fait autant d'efforts pour ne pas respecter la loi, pour aller dans le sens de l'accusé, donc ici de Donald Trump. Du coup, la juge Eileen Cannon a appris sa leçon. Et sa leçon, c'est que tant qu'elle n'aura pas pris une décision de fond sur cette affaire-là, personne peut la virer.
Et donc, le travail aujourd'hui de Smith est de forcer la juge Cannon à prendre une décision. Ce qu'elle fait pour l'instant, il y a eu ce qu'on appelle des paperless orders, donc qui sont des décisions mineures non justifiées qui sont sur des dates de calendrier, etc. Donc ce n'est pas suffisamment important pour partir en appel et soit que la cour d'appel mette de côté la juge Cannon, soit que Jack Smith la fasse se récuser, demande un changement de magistrat ou un changement de cour, mais on va arriver maintenant à ce point où elle va être obligée d'écrire quelque chose. On l'a vu dans l'affaire de Washington, hein, pour un petit peu vous expliquer de quoi je parle ici. On l'a vu dans l'affaire Washington où à plusieurs reprises, que ce soit sur ces questions de gag order ou les questions posées par Trump en expliquant qu'il avait une impunité, la juge Chutkan a été obligée de prendre une position et donc d'écrire ces fameux orders, donc de prendre une décision en disant non, votre demande de dire que vous avez tous les droits en termes de président n'est pas valable. Et donc du coup, Trump a utilisé le fait que la juge Chutkan ait pris des décisions pour faire des appels. Smith veut faire pareil. Smith a besoin que la juge Cannon prenne des décisions, les justifie par écrit, en expliquant pourquoi elle a pris cette décision dans le dossier, pour ensuite attaquer. Mais pour l'instant, hein, c'est comme s'il essayait d'escalader une paroi et qu'il n'y avait aucune prise. C'est pour ça que il ne peut rien faire. Ce n'est pas une volonté de son côté. Et donc, ces dernières semaines, on a vu une accélération de Jack Smith pour forcer la juge Cannon, partie d'échec, à prendre une décision et après utiliser, ou pas, hein, on ne sait pas encore ce que va être cette décision-là pour demander un changement ou une accélération du processus. Et donc, ce qu'on a vu cette semaine, c'est qu'il y a eu une rencontre souhaitée, organisée par la juge Cannon avec l'équipe du procureur, l'équipe de Jack Smith, hors de la présence des avocats. L'idée, c'était que les avocats de Trump veulent avoir, les avocats de Trump et de ses deux co-inculpés, on va en parler beaucoup, donc de Nota et de Oliveira, ils veulent avoir accès à tous ces documents secrets. Pourquoi? Parce que ce sont des procédures qui prennent 1 an à 1 an et demi. On est dans les mêmes stratégies que d'habitude. Dans ce procès-là, qui est un procès fédéral, le seul plan de Trump est de gagner du temps pour que le procès n'ait pas lieu avant l'élection, pour que, il ne soit pas condamné, et puis surtout, s'il est élu, ce dossier-là passera à la poubelle, parce que c'est un dossier fédéral. Il demandera donc à son ministre de la Justice de retirer la plainte. Et donc, il y a une série de demandes complètement folles. Hein, vous savez, Trump a demandé, par exemple, en expliquant qu'il n'avait pas le temps de se déplacer de Mar-a-Lago à Palm Beach, à la cour où ont été construits cette structure pour s'assurer que les documents secrets restent secrets. Donc Trump a expliqué qu'avec tout ça, il pouvait pas faire les 10 minutes de voiture, qu'il avait une vie trop compliquée. Il a expliqué ça en jouant au golf. J'exagère, mais pour vous dire à peu près la stupidité de sa demande. Mais rien que cette demande-là a pris 3 mois à la juge pour décider qu'elle n'était pas relevable. Donc Trump voulait que les documents, que l'on construise à Mar-a-Lago un centre pour pouvoir consulter les documents secrets là-bas. Quelque chose qui aurait pris 1 an à 1 an et demi pour faire tout ça, et donc il aurait repoussé le procès. Donc c'est la stratégie de Trump, encore une fois, comme dans tous ses procès, de repousser.
Et donc, il y a eu cette demande des avocats de pouvoir consulter librement tous les documents, y compris, hein, il y a des documents, ils sont tellement secrets, tellement sensibles encore aujourd'hui, que même dans l'acte d'accusation, il est impossible de les résumer ou de les décrire. Impossible de les résumer ou de les décrire. Pour vous dire le niveau, il y a des documents classifiés à un niveau où ils sont consultables uniquement par 2 ou 3 personnes, dont le président des États-Unis, à la tête du pays. C'est ce genre de document que Trump avait, hein, Thomas vous montre quelques photos depuis tout à l'heure, avait avec lui à Mar-a-Lago. Et donc, il y avait une procédure extrêmement simple et claire de dire que non, dans le cadre de documents classés à ce niveau-là, les avocats ne peuvent pas y accéder et à la place, on doit se contenter au niveau du procès d'un résumé écrit par le département de la justice. Hein, donc c'est une règle qui existait, une loi qui existait depuis 20 ans ou même 30 ans, donc bien avant Donald Trump. Trump a demandé que cette loi ne lui soit pas appliquée. La juge Cannon aurait dû normalement renvoyer Trump dans ses quartiers en disant ce n'était pas nécessaire. Elle a insisté pour avoir cette réunion. Pourquoi cette réunion était importante il y a 3 jours? Parce que elle a permis au procureur Smith d'établir un précédent. C'est-à-dire qu'il est allé à cette réunion et il a répété le texte de la loi à la juge, de telle sorte que il y a 2 ou 3 autres situations dans le dossier où on a la même situation, de telle sorte que si la juge, dans les 2 ou 3 autres dossiers, n'applique pas directement la loi et ne rejette pas la demande de Trump, c'est suffisant pour le juge, pour le procureur Smith, de faire appel et de demander que la magistrate soit remplacée. Donc, ils sont en train de la forcer à réagir. Et puis, il y a eu hier peut-être le plus étrange rapport jamais mis dans un dossier en cours. On est dans du pre-trial, un rapport de 68 pages publié hier, remis hier par le procureur Smith, et je vous en parle tout de suite après ça. Avant de me relancer, merci Cartapus, bon anniversaire en retard. Bah, c'est pareil, ça compte, hein, c'est toujours le 2 février quelque part, ou je sais pas, mais en tout cas, merci beaucoup, c'est très apprécié. Gilbert, merci beaucoup, Super Chat, qui nous dit merci pour l'ensemble de ces infos, vivement la chute complète, mais le feuilleton est très passionnant. Ouais, mais vivement que ça s'arrête. Non, en tout cas, merci beaucoup, très heureux. Merci de vos soutiens, merci d'aider la chute média. Comme vous le savez, on est 100% indépendant et tout ça, c'est grâce à vous. Donc, merci beaucoup. Donc, on retourne à notre ami Jack Smith qui, donc hier, a déposé ce rapport de 68 pages. Et pourquoi ce rapport est étonnant? Parce que, sur la forme, il ressemble plus à une ouverture de procès lorsque le procureur se tourne vers les membres du jury et leur fait un résumé de cette affaire-là. Et donc, dans le fond, Smith demande que certaines exigences de Trump soient refusées, mais c'est quelque chose qui aurait pu être fait en 4-5 pages. Là, l'essentiel du document
est un résumé de l'affaire en se disant mais pourquoi Smith a fait, donc on a le document, pourquoi Smith a pris du temps à faire ce résumé de cette affaire. À qui il s'adresse? Je vous l'ai souvent expliqué dans tous les procès de Donald Trump qu'il faut toujours se poser la question, c'est à qui s'adresse un avocat, à qui s'adresse un juge lorsqu'il prend une décision et à qui s'adresse un procureur. Et aujourd'hui, la question que l'on peut se poser, c'est à qui s'adresse le procureur. Donc, on peut se dire, bah tiens, c'est une manière de rappeler, par exemple, il va débuter sur plusieurs pages où il va dénoncer tous les mensonges de Trump qui expliquent que tout ça est une manipulation du camp Biden, qu'il a été traité pire que tout, etc., etc. Et donc on pourrait dire, bah, c'est une manière de répondre à Trump, à ses discours, à ses Truth Social, c'est d'avoir ce document-là. Je n'y crois pas parce que à part moi et vous qui s'intéressent aujourd'hui à des documents juridiques mis au docket de l'affaire, versés au dossier, pas grand monde. Donc je ne pense pas que ce document a été écrit pour convaincre des gens de l'extérieur. Donc ça peut être aussi, c'est une piste beaucoup plus intéressante, de préparer un futur appel à la décision la décision à venir du juge Cannon. Ça peut être aussi un résumé écrit en direction de la juge Cannon parce que Smith s'est peut-être rendu compte, entre autres lors de la réunion d'il y a quelques jours, qu'elle ne maîtrisait pas ce dossier. Après tout, je vous ai expliqué son manque d'expérience, qui est une réalité. Hein, ce n'est pas une qualification partisane que de le dire, c'est une réalité. Mais au-delà de ça, on le voit dans l'introduction du document, Smith rappelle que le dossier, c'est 1,28 million de pages. Le dossier Mar-a-Lago, c'est plus de 1 million de pages et des milliers d'heures de caméras, d'images de surveillance, hein, les fameux CCTV footage, donc qui a été obtenu, c'est toutes les caméras de surveillance à l'intérieur et à l'extérieur de Mar-a-Lago. Et donc, peut-être que Smith s'est dit, le dossier est tellement énorme, avec ses 1 280 000 pages, qu'il faudrait rappeler à la juge les points les plus importants avant qu'elle prenne sa prochaine décision, pourquoi pas maintenir, même si ça me paraît très compliqué, cette volonté de faire un procès au mois de mai. Et enfin, il y a une autre théorie. L'autre théorie, c'est que ce document de 68 pages est envoyé à la juge et à 3 avocats, 3 cabinets d'avocats. Les avocats de Donald Trump, mais aussi ceux, on va retourner sur la première page, la page de garde, ceux de ses co-inculpés, Carlos de Oliveira et Walt Nauta. On va retourner en arrière. Vous vous souvenez, on l'a vécu ensemble, les auditions du 6 janvier. Les auditions du 6 janvier, autour du 6 janvier, donc au niveau du Congrès, un des moments les plus forts, si ce n'est pas le moment le plus fort, a été le témoignage de Cassidy Hutchinson. Cassidy Hutchinson, c'était l'assistante de Mark Meadows. Mark Meadows, c'est le chef de cabinet de Trump. C'est quelqu'un qui a vécu tout ça de l'intérieur, tout ce qui s'est passé autour du 6 janvier, qui était là dans des réunions avec Donald Trump. C'est un témoin à charge extrêmement fort. Et l'histoire de Hutchinson nous apprend quoi? Que, comme c'était un témoin dont Trump ne voulait absolument pas
absolument pas qu'elle collabore avec la justice et qu'elle collabore avec le Congrès, Trump payait son avocat. Et Hutchinson, à un moment, le raconte dans son livre, elle s'est posé des questions de se dire, est-ce que mon avocat a mes intérêts en tête ou les intérêts de Donald Trump? Et à mesure que la procédure a avancé, où elle se rendait compte en confrontant les informations de l'extérieur et les informations que son avocat payé par Trump lui donnait, que l'avocat ne lui présentait pas la situation dans sa réalité, qu'il ne lui donnait pas toutes les informations et qu'il ne répondait pas à ses questions. Et donc, elle a pris cette décision folle où elle a été menacée, lorsqu'elle a pris cette décision-là, de virer l'avocat payé par Trump et de prendre son propre avocat et d'aller témoigner devant devant la commission du 6 janvier. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que elle raconte, par exemple, comment elle était mal informée du dossier, des charges, parce que l'avocat de Trump lui filtrait la vérité. Aujourd'hui, on sait que les deux co-inculpés de Trump, donc Walt Nauta et Carlos de Oliveira, leurs avocats sont payés par Donald Trump. Donc, on peut se poser la question, se dire, est-ce que dans les premières pages de ce document, dans un langage extrêmement clair, extrêmement simple, extrêmement basique, Jack Smith n'a pas voulu résumer l'affaire et dénoncer les mensonges de Donald Trump? C'est comme s'il avait fait du fact-checking, du debunking, on dit aux États-Unis, parce que il espère que ce document sera vu et sera lu par Nauta et de Oliveira. C'est une hypothèse. Et donc forcément, aujourd'hui, cela nous force à se pencher sur ces deux personnages et à d'abord commencer. Je vous ai dit, je l'ai écrit aujourd'hui sur X, on est à la fois dans du roman d'espionnage, mais aussi, on est aussi dans des méthodes mafieuses, et donc de raconter ça. À tout de suite. Je voudrais remercier pour son super sticker 3 CPR. Merci beaucoup de ton soutien à la chute. C'est vraiment très apprécié. Merci Louise qui vient de devenir un membre et qui donc a accès à nos emojis. On en aura des nouveaux dès que YouTube nous donnera la possibilité de le faire. On a plein d'idées avec tous ces procès qui arrivent. Et petite blague de Jean-Michel qui nous demande si on a déjà vu Alina Abba et la juge Cannon dans la même pièce. Non. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est un dossier qui est, Trump le sait, extrêmement préjudiciable pour lui, avec des peines de prison et peut-être même, il n'y a pas plus que des peines de prison, mais peut-être plus que ce que l'on sait aujourd'hui dans son acte d'inculpation. Le procureur Smith s'est limité à des points qui sont facilement prouvables aujourd'hui, mais sa démonstration, son enquête, va ouvrir des tas d'autres portes qui vont être extrêmement compliquées pour Donald Trump, comme la question de savoir pourquoi dans quel but il a gardé ces documents, pourquoi il les a emportés et pourquoi il a tout fait pour que la justice ne les trouve pas à Mar-a-Lago.
Donc ça va être important et on remarque que du coup, sachant tout ça, il a de bons avocats pour l'instant sur le dossier-là et que Alina Abba n'en fait pas partie. Donc, revenons à nos méthodes mafieuses, la mafia, le retour, effectivement, Fafagala, de Trump. Et de ces deux personnages, Nota, excusez-moi, Wal Nota et Carlos de Oliveira. Avant de parler de deux, je voudrais vous parler très rapidement d'un autre personnage dont on a déjà parlé ensemble, qui est Dan Scavino. Dan Scavino, c'est lui qui, aujourd'hui, et pendant la présidence de Donald Trump, était la seule autre personne, à part Trump, à avoir accès au compte Twitter de Trump. Très souvent, certains tweets que l'on pensait écrits par Donald Trump étaient écrits par Dan Scavino. Il est aussi un des personnages centraux de l'enquête de Jack Smith sur le 6 janvier. Par exemple, grâce à l'accès aux métadonnées des téléphones et l'accès des DM de Trump, Jack Smith a pu établir que les deux messages dits pacifistes de Trump pour que les choses se calment le 6 janvier, ce n'est pas Trump qui les a écrits, c'est Dan Scavino à partir de son téléphone, que le seul message que le 6 janvier Trump a écrit lui-même était celui pour dire que Mike Pence n'avait pas eu le courage de faire ce qu'on lui demandait, donc un message qui a incité à encore plus de violence au niveau du Capitole. Donc Scavino était quelqu'un d'extrêmement important qui aujourd'hui continue à jouer un rôle clé auprès de Trump, toujours grassement payé auprès de Trump, au niveau de Truth Social. Il est en charge de Truth Social. Dan Scavino, à l'origine, c'est le caddie de Donald Trump sur un de ses golfs. Donc c'est la personne qui lui porte ses clubs de golf. Et c'est quelque chose de systématique chez Trump, qui pour le coup, on pourrait vous raconter des dizaines d'histoires de la criminalité organisée, de la mafia, où il y a le même système, où le patron, le parrain, s'entoure et fait monter autour de lui des personnes qui lui doivent tout, de leur carrière et de leur succès financier. Et ça, c'est dans l'organisation Trump, c'est une habitude. Aller prendre des personnes qui sont en difficulté et leur proposer de les aider à s'en sortir en échange d'une loyauté complète. Donc là, je vous ai montré Dan Scavino, mais lorsqu'on s'intéresse à Walt Nota et à Carlos de Oliveira, on est exactement dans ce profil-là. Des gens qui doivent tout à Donald Trump, que Trump utilise pour, on va le voir un peu plus tard, échapper à la justice et du coup s'assurer de leur loyauté complète. Donc on va commencer par Walt Nota parce que c'est quelqu'un que vous connaissez, on l'a souvent vu, c'est le valet de Donald Trump, c'est lui qui est chargé, vous le voyez, de s'occuper de lui de la tête aux pieds, de l'habiller chaque jour, de s'assurer qu'il ne prenne pas froid, de s'assurer que le col de sa chemise, le col de sa veste soit présentable sur les photos. On l'a vu dans des dizaines et des dizaines de vidéos et d'images que je vous ai partagées à Mar-a-Lago, en campagne, dans les procès où il est à quelques pas derrière Trump. Donc c'est quelqu'un
qui, à l'origine, est un membre de la US Navy. D'accord? Il y a une tradition à la Maison-Blanche, c'est que les personnes qui s'occupent du président arrivent de la US Navy. Et lorsque Trump est à la Maison-Blanche, cela fait déjà quelques années, on a son CV que Walt, c'est son CV officiel que vous allez voir, son CV public, Walt Nauta, il est déjà dans ce qu'on appelle les services cuisine, donc c'est lui qui apporte les plats, c'est lui qui a apporté ce fameux plat qui a atterri sur le mur avec des taches de ketchup, c'est lui. Mais à la Maison Blanche, lorsque Trump est là, Nauta a une fonction extrêmement importante. Extrêmement importante. C'est lui qui réagit au quart de seconde lorsque Trump, c'est une histoire vraie, hein, appuie sur son bouton pour qu'on vienne lui servir du Diet Coke, du Coca-Cola Light. C'est lui, son boulot, pendant 4 ans, va être d'apporter le Diet Coke à Donald Trump. Boulot de confiance, donc. Et donc, Trump perd l'élection en novembre 2020. En janvier 2021, il quitte la Maison-Blanche. Nauta, lui, reste à la Maison-Blanche. Il reste à Washington. Il attend le changement de pouvoir pour continuer à servir à la Maison-Blanche. Et là, il se passe quelque chose d'extrêmement important qui a été révélé il y a quelques jours, qui a été révélé, qui a été prouvé par un site internet qui s'appelle Daily Beast et qui rebondissait sur qui est allé creuser certaines informations qui avaient été publiées il y a plusieurs mois, à la fois dans le New York Times et à la fois à l'origine, la presse locale et entre autres un quotidien de San Diego. San Diego, c'est où il y a une des plus grosses bases militaires de la Navy et où Nauta est passé par là. Donc encore une fois, comme on l'a vu dans des tas d'affaires, c'est du journalisme indépendant, c'est du journalisme local qui est à l'origine d'une petite perle que d'autres vont cultiver derrière, et c'est important que d'autres cultivent cette perle-là et la transforment en quelque chose d'extrêmement important. Et donc, ce que le Daily Beast a révélé, c'est que au moment de la fin de la présidence de Trump, Nauta est accusé de harcèlement sexuel par 3 de ses collègues. Ce sont des accusations qui ont été prouvées depuis. Entre autres, il pratique ce qu'on appelle le revenge porn, c'est-à-dire de faire chanter des personnes, donc des gens qui sont des subalternes, hein, c'est un gradé, donc des gens qui sont des militaires femmes qui sont en dessous de lui, de les menacer de rendre publiques des photos compromettantes. Et donc, à partir de là, lorsque l'US Navy mène sa contre-enquête sur ces accusations de harcèlement sexuel et de profiter de sa position de gradé pour exercer cette pression sur 3 militaires, femmes, Nauta, on le voit dans son CV, est écarté de la Maison-Blanche. Il est écarté de la Maison-Blanche et il attend son nouveau poste. Et à ce moment-là, ce que raconte le Daily Beast, c'est que pour le punir en attendant la fin de son service, où il va pouvoir prendre sa retraite, on pense que on va le renvoyer en mer, donc sur un bateau de la US Navy,
ce qui est complètement fou pour quelqu'un comme lui qui, depuis 20 ans, plus de 20 ans, travaillait sur le sol américain et entre autres à la Maison-Blanche. Et c'est à ce moment-là que Trump lui propose de venir le sauver, de venir lui le proposer de venir faire valet pour lui à Mar-a-Lago. Pourquoi ce profil est intéressant? Parce que sans la main tendue de Trump, la carrière de Nota est terminée. La carrière de Nota est terminée. Sa possibilité après de capitaliser sur ses années dans la US Navy est extrêmement limitée parce que l'enquête est toujours en cours sur les actes qui lui sont reprochés et la possibilité que tout cela apparaisse dans son dossier ne lui permettrait pas, par exemple, comme c'est souvent le cas, de créer une compagnie qui travaille dans la sécurité. Parce que on dirait non, vous avez été reconnu coupable de harcèlement sexuel dans l'US Navy. Et donc Trump lui tend la main et lui propose une vie qui est non seulement excitante, hein, c'est de suivre Trump au quotidien, de vivre la vie d'un millionnaire ou d'un milliardaire au jour le jour, mais au-delà de ça, de lui dire, ok, je vais prendre en charge tous tes frais et je vais t'offrir un salaire de plus de $10 000 par mois pour faire ça. Donc vous imaginez, vous êtes nourri, logé, aucun frais, et en plus vous avez $10 000 par mois alors que vous étiez à deux doigts de vous retrouver dans une situation extrêmement désagréable. Et on voit, hein, il y a les comptes de campagne qui ont été publiés il y a quelques jours, que non seulement Walt Nauta continue à être payé par Mar-a-Lago, mais en plus a eu droit à une augmentation de salaire parce que tous les mois, il est payé par deux PAC. Donc les PAC, ce sont les Political Action Committee, donc ce sont ces groupes qui se chargent de ramasser les dons des supporters de Donald Trump pour après les utiliser pour sa campagne. Et on voit que Walt Nauta est payé en plus par sa campagne, que selon les années, il reçoit entre 150 000 et 300 000 $ par an de la part de la campagne de Trump. Donc, pour revenir, on a quelqu'un qui en 2021 était au moment le plus bas de sa carrière. Trump est allé l'aider, est allé le chercher, lui a donné un style de vie qui était intéressant en se disant nous, ici, on n'a pas besoin d'aller vérifier ton dossier et voir s'il y a des problèmes. Et en plus de ça, lui garantit un salaire extrêmement confortable tous les mois. Et évidemment, quand l'affaire de Mar-a-Lago commence à prendre de l'ampleur, et cette ampleur-là va débuter avant la perquisition du 8 août 2023, hein, on va parler tout à l'heure de ces journées clés du 2 et du 3 juin 2022, excusez-moi, donc la perquisition est le 8 août 2022, c'est Nauta qui va être l'homme de main de Trump dans cette opération de dissimulation des documents. Et aujourd'hui, en plus de continuer à travailler à Mar-a-Lago, en plus d'être payé à Mar-a-Lago, en plus d'être payé par deux comités de campagne grâce aux dons de supporters de Donald Trump, son avocat est payé à 100% par les dons des supporters de Donald Trump. Donc ça, c'est Nauta. Carlos de Oliveira.
Carlos de Oliveira, c'est aussi un personnage important. Et encore une fois, c'est quelqu'un qui est au bord du précipice et que Trump va aller aider et qui du coup est devenu d'une loyauté sans nom, qui décide de mentir sous serment au FBI avec le risque de se retrouver 30 ans de prison pour Donald Trump. De mentir de manière extrêmement consciente, c'est que il existe des vidéosurveillance de Oliveira où il va tenter justement de détruire ces images de surveillance parce que Trump lui a demandé de le faire, et ne sachant pas ou ne comprenant pas que le FBI avait ces images-là, a expliqué sous serment que ce n'était pas le cas. Donc De Oliveira, c'est quelqu'un qui est un ancien valet, pas un valet pour les vêtements, mais un chauffeur sur les parkings de Mar-a-Lago. Quand les gens arrivent à Mar-a-Lago, ils sortent de leur voiture et il y a quelqu'un, un employé de Mar-a-Lago, qui prend la voiture et qui va la garer derrière au parking. Ça a été pendant des années le boulot de Oliveira, qui est un immigrant portugais sans papier, qui touche 12 000 dollars. On est en 2010, lorsqu'il commence à travailler à Mar-a-Lago, 10 000 dollars par an. 10 000 dollars par an. Qui se retrouve dans un divorce, qui est en faillite personnelle et qui du coup a un profit intéressant pour Donald Trump. Le profit intéressant, c'est que il sait que s'il tend la main, comme il a fait à New York au sein de la Trump Org, comme il a fait dans tous ses business, s'il tend la main à cette personne-là, cette personne lui donnera une fidélité complète. Et la fidélité complète, on est avant que Trump arrive à la Maison-Blanche, avant que Trump se lance dans la campagne, c'est par exemple de répéter à Trump ce qu'il a entendu parmi les invités. C'est quelque chose, on sait, que Trump fait, qui est de faire surveiller les invités de Mar-a-Lago. Et donc, il a besoin d'oreilles à Mar-a-Lago. Il a besoin de personnes qui, si Trump a besoin d'aller tromper Melania, va s'assurer que il puisse être tranquille dans un des coins de Mar-a-Lago. Ce sont des choses qui existent. Et donc, De Oliveira, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui n'avait rien, qui se retrouve au bord de la faillite avec 700 dollars sur son compte bancaire, qui est au milieu d'un divorce et que Trump va sauver en le transformant en ce qu'on appelle handyman, un homme à tout faire, qui a le titre aujourd'hui d'un des managers de Mar-a-Lago, donc un homme à tout faire à Mar-a-Lago. Et on va voir comment Trump va l'utiliser en juin 2022. Et aujourd'hui, donc, Nota et De Oliveira sont les deux co-inculpés de Trump. Il y en avait d'autres, mais les autres ont décidé, justement, et ce qui est extrêmement intéressant, c'est la plupart du temps, en renvoyant l'avocat payé par Trump, ont décidé de collaborer avec Jack Smith. Mais pas eux deux. Donc, dans quelques secondes, je vais vous raconter pourquoi Trump ne peut pas se permettre que Nota et De Oliveira collaborent avec la justice, parce que ce sont les deux personnages qui sont dans la possibilité de prouver que Trump a joué un rôle actif et direct dans cette volonté de cacher les documents secrets de Mar-a-Lago. À tout de suite.
Alors avant de repasser à cette journée du 2 et du 3 juin, donc qui précède, hein, je le répète, les dates que vous devez avoir en repère, et le 8 août 2022, le 8 août 2022, c'est la perquisition du FBI à Mar-a-Lago, après avoir établi qu'il fallait le faire, qu'il y avait toujours des documents secrets, malgré les déclarations de Trump, et que ces documents secrets étaient d'une telle importance nationale et internationale, c'était tellement sensible qu'il fallait agir de manière forte, sans attendre. Et d'ailleurs, dans cet aspect-là, dans ce fameux document de 68 pages, je pense qu'on a l'extrait. On apprend, il y a plein de petites choses chaque fois intéressantes. C'est pour ça, moi, je me régale d'aller lire ces documents-là, parce que il y a chaque fois des petites perles quelque part. Et donc, on apprend que sur la période où ces documents secrets ont été stockés à Mar-a-Lago, la plupart du temps sans aucune procédure de sécurité, hein, les agents du Secret Service ont été convoqués devant un grand jury et sous serment ont été obligés de dire qu'ils n'étaient même pas au courant qu'il y avait ces documents-là à Mar-a-Lago, et que donc ils n'ont rien fait de leur côté pour les protéger, hein, parce que c'était un des axes de défense publique de Donald Trump et de ses alliés, qui était de dire, mais de toute façon, il y a tellement de membres de Secret Service à Mar-a-Lago, c'était comme une forteresse, et que donc dans cette forteresse-là, les documents secrets, les documents quels qu'ils soient, ne risquaient rien. Donc on apprend dans ce document de Jack Smith que les membres du Secret Service n'étaient pas au courant de ces documents secrets, donc qu'il n'y avait pas d'effort pour les garder. On apprend, vous avez vu les photos, dans quelles conditions ils étaient stockés. On apprend aussi que dans la période donc qui est du 20 janvier 2021 au 8 août 2022, date de la perquisition, il y a eu plus de 150 événements sociaux à Mar-a-Lago, donc des soirées, des conventions, des balles, donc avec du monde qui venait et qui se retrouvait à portée de main de ces documents-là. Et il y a des chiffres complètement fous donnés sous serment par le Secret Service du nombre de personnes qui sont venues à Mar-a-Lago lorsqu'il y avait cette période-là. Donc Thomas va nous afficher, c'est le prochain. Voilà. Donc on se rend compte que durant cette période, donc de janvier 2021 à mai 2022, donc et même avant la perquisition, il y a eu plus de 48 000 personnes qui sont rentrées dans Mar-a-Lago, et que sur ces 48 000, le Secret Service en a uniquement vérifié leur nom et leur identité de 2220, et que simplement 2900 sur les 48 000 sont passés par une procédure de sécurité où ils ont eu le droit à une fouille. Donc ce que dit Jack Smith à travers ça, il dit voilà, personne ne surveillait ces documents-là, et en gros, il y a eu plus de 45 000 personnes dont on ne connaît pas l'identité, qui en ont pas été fouillées, qui pouvaient aller dans une salle de bal de Mar-a-Lago où il y avait ces documents-là et prendre un souvenir ou un document, on ne le saura jamais. On a les secrets les plus importants de l'histoire du renseignement américain, et on a 48 000 personnes, 150 événements qui se tiennent à Mar-a-Lago sans aucun contrôle de sécurité. Rien que ça, c'est quelque chose qui devrait être insupportable pour le peuple américain. Je vous rappelle que un document secret, il est établi la plupart du temps, il y a de la surveillance électronique parfois, mais par le travail sur le terrain, un travail qui peut se conclure par la mort d'agents, de correspondants, de réseaux sur le terrain.
et de savoir que si on ne veut pas dire que Trump avait des intentions malhonnêtes là-dessus, d'accord, qu'il avait des intentions de pouvoir, des intentions financières derrière sa volonté, de se dire que ce travail sur le terrain, au péril de la vie d'Américains, mais aussi d'alliés, était disponible en open bar, comme je viens de le lire, comme c'était écrit dans le chat, à plus de 48 000 personnes, dont 45 000 n'ont jamais été fouillées ou vérifiées. C'est une honte absolue. C'est une honte absolue et c'est là qu'on voit qu'on vit une période historique complètement à part, complètement folle, qui devrait suffire à disqualifier Donald Trump. Pourquoi ce n'est pas le cas? Parce que ce que je vous raconte là, c'est quelque chose que vous ne verrez pas sur CNN, c'est quelque chose que vous ne verrez pas sur MSNBC, c'est quelque chose qui ne sera pas répété à Donald Trump lorsqu'il a une interview dans un média allié de la sphère Trump. On ne va pas lui poser la question et c'est quelque chose forcément dont on ne vous parlera pas sur les plateaux français, même si ça n'a aucun effet sur l'élection. Mais en tout cas, voilà, rien que ce point-là devrait suffire à disqualifier Trump, procès ou pas procès. Procès ou pas procès. Nous n'en sommes malheureusement pas là. Donc, vous avez le contexte. Maintenant, je vais vous raconter, il y a plusieurs épisodes dans cette saga des documents secrets de Mar-a-Lago. On a parlé des documents russes, on a parlé de cette volonté de détruire les images des caméras de surveillance. C'est un autre aspect qui est extrêmement intéressant. Maintenant, je vais vous parler, parce que je vous ai présenté Walt Nauta, je vous ai présenté Carlos de Oliveira, et pourquoi ces personnes-là sont extrêmement cruciales à la défense de Donald Trump. Je vais vous raconter ce qui s'est passé le 3 et le 2 juin 2022. À tout de suite, j'ai besoin de boire. À tout de suite. Oui, donc Thomas me disait qu'il y avait deux questions qui étaient à peu près la même, celle de Michel. Comment a-t-il pu emporter autant de documents sans que personne s'en aperçoive? Et Luna qui demande comment a-t-il pu embarquer autant de cartons de Washington à Mar-a-Lago sans que personne ne s'en perçoive? C'est dans la procédure d'un déménagement normal de n'importe quel président qui quitte les lieux et qui emporte avec lui des tas, c'est l'équivalent de plusieurs avions. Donc il y a même certaines choses qui lui sont envoyées. Il y a des personnes qui sont engagées pour gérer ça. Il y a beaucoup de documents du moment qu'ils ne rentrent pas dans le cadre du President Act qui doivent partir vers sa bibliothèque, sa future bibliothèque présidentielle. Et donc c'est habituel que le président emporte avec lui ce qu'il a le droit d'emporter. Trump a emporté avec lui ce qu'il n'avait pas le droit de faire, en sachant qu'en fait il n'y avait aucun contrôle. C'est quelque chose qui est fait sur l'honneur. Encore une fois, on en revient à cette discussion qui est extrêmement intéressante, de se dire que
la loi américaine, la constitution américaine, le mode de fonctionnement électoral américain, le mode de fonctionnement de la Maison-Blanche a prévu énormément de choses, mais n'a jamais prévu Donald Trump. Donc pendant des années, on s'est dit, bah tiens, un président qui perd une élection va accueillir et faire visiter la Maison-Blanche à son successeur. Il va être là le jour de la transition du pouvoir, le 20 janvier 2020, le 20 janvier, qui sera toujours tous les 4 ans, un 20 janvier. Ouais, sauf que Trump l'a pas fait. Et donc on s'est dit, bah tiens, le président, à la fin de sa... Il y a des lois, le président, à la fin de son mandat, va laisser certaines affaires aux archives nationales, d'autres les renvoyer dans les agences de renseignement qui sont à l'origine de documents-là, et il va partir, il va prendre sa retraite avec ce qu'il a le droit de prendre. C'est ce qui s'est passé avant que le président soit démocrate ou républicain. Et c'est juste Trump qui est arrivé et qui a changé les règles en disant non, ces règles ne s'appliquent pas à moi, ces documents, il n'y a personne qui va surveiller, il n'y a personne qui est là pendant qu'on fait les cartons à se dire tiens, qu'est-ce que vous mettez dans les cartons? Donc je vais y mettre ce que je veux y mettre. Donc voilà comment ça s'est passé. C'est clair qu'à la fin de ce procès-là, il faudra, d'après moi, ce qui va se passer, c'est que il y aura une loi où, par exemple, cette fameuse mise en carton de documents ne soit plus fait par le président et son entourage, mais soit fait directement par les archives nationales. Donc il faudra créer une fonction, il faudra mettre ça au budget, il faudra mettre une loi pour que les archives se déplacent à la Maison-Blanche et préparent les cartons pour le président. C'est ce que Trump aura obligé de faire. Voilà pour la parenthèse, c'était des bonnes questions. Merci Michel, merci Luna. 3 juin. Nous sommes le 3 juin 2022. 3 juin 2022. Cela fait plusieurs mois que les archives nationales, d'abord, justement, et le FBI, département de la justice, parce que, justement, les archives nationales n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils demandent à Trump, ce qu'ils demandent aux avocats de Trump, qui est de restituer les documents que Trump a emportés de la Maison-Blanche. Il y a eu plusieurs échanges, il y a eu chaque fois des échanges qui se passent bien a priori, mais qui en fait sont juste des manières de gagner du temps, de renvoyer les échéances, et dans la réalité, les archives nationales n'arrivent pas à récupérer les documents. Ils n'ont même pas idée de tout ce qui est à Mar-a-Lago. Ils essaient, et comme il ne se passe rien, c'est ce que raconte Jack Smith dans ses 68 pages, ils font appel au département de la justice pour venir les aider. Tout ça est fait dans une discrétion la plus totale, pour pas embarrasser Trump, pour pas transformer cette histoire-là en une histoire politique, et parce que on part du principe que ces documents qui ont été embarqués par Trump l'ont été faits sans intention de nuire derrière. Et donc, il y a des échanges extrêmement courtois avec le FBI et avec l'avocat de Trump qui est en charge de ce dossier-là, qui s'appelle Evan Corcoran. C'est un nom extrêmement important parce que c'est lui qui va valider que tous les documents ont été rendus par Trump le 3 juin 2022. C'est un témoignage extrêmement intéressant parce qu'aujourd'hui, Evan Corcoran est un de ces fameux avocats qui a été obligé de prendre un avocat et qui collabore avec Smith et qui raconte partiellement ce que je vais vous raconter. Donc,
Corcoran mène ses négociations avec le FBI et il y a une date qui est établie, qui est celle du 3 juin, où donc on est 2 mois avant la perquisition, donc le 3 juin, où Corcoran doit recevoir à Mar-a-Lago les membres du FBI pour leur remettre les documents secrets. Donc Corcoran arrive le 2 juin à Mar-a-Lago, et le lendemain matin, il y a une réunion avec Corcoran et avec les agents du FBI au sujet de ces documents-là. Et en plein milieu de la réunion, il y a la porte qui s'ouvre et Donald Trump qui rentre et qui salue tout le monde et qui remercie les agents du FBI d'être là, qui les félicite pour leur travail en expliquant qu'ils font un travail extrêmement important et qui leur dit: si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Et donc forcément, formidable, hein, ça fait 1 an et demi qu'on essaye de récupérer des documents. Enfin, on est à Mar-a-Lago. Trump lui-même vient de proposer et justement, le FBI sait par les discussions qu'ils ont eues avant avec Corcoran que les documents sont dans une des caves de Mar-a-Lago. Et donc, le responsable FBI, lorsque Trump lui dit « Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider ?» le responsable du FBI dit « Bah oui, forcément, est-ce que vous pouvez nous ouvrir l'accès aux caves de Mar-a-Lago ?» Pas de problème, pas de problème. Trump demande à Carlos de Oliveira d'aller ouvrir l'accès au FBI. Et cette réunion du 3 juin, et ce Trump qui vient voir les agents du FBI, les féliciter et leur proposer de les aider et d'aller leur ouvrir lui-même, faire ouvrir lui-même, donner l'ordre à Carlos de Oliveira d'aller ouvrir le basement, et la porte tient seulement par une chaîne et un cadenas. Et ce qui est rigolo quand on connaît Trump, c'est que dans le rapport de Jack Smith, on apprend que cette chaîne et ce cadenas sont de couleur dorée, parce que Trump, hein, on a vu les photos de son triplex, on connaît les photos de Mar-a-Lago, tout est de couleur d'or, donc ça va être ouvert. Donc cet événement-là, ce 3 juin, va devenir après le 8 août, après la perquisition, un des éléments clés de la communication de Trump et de ses alliés qui passent en continu 24 heures sur 24 sur Fox News, sur Newsmax, sur OAN, mais aussi sur CBS, ABC, etc., etc., de dire que non, mais il n'y a aucun problème, c'est complètement disproportionné ce que vient de faire le FBI, d'autant plus que Trump collaborait avec le FBI. La preuve, le 3 juin, il a reçu tout ce monde-là à Mar-a-Lago, il leur a fait servir un petit déjeuner, il leur a fait servir le café, et en plus de ça, il leur a proposé de les aider. Et ça devient le thème dominant. Hein, je suis allé faire une revue de presse pour voir que cette histoire devient une sorte de réalité. Personne ne la remet en cause. Elle apparaît dans des articles du New York Times, des articles du Wall Street Journal, en expliquant que Trump avait une position de collaboration avec le FBI. On se demande pourquoi d'ailleurs, alors qu'il a cette position ouverte de collaboration avec le FBI, pourquoi en fait pendant 1 an et demi, il n'a rien fait, à part gagner du temps. Il n'a répondu à aucune demande, forçant justement cette réunion. Mais ça, c'est une réflexion que aucun des médias ne se fait et répète cette histoire de Trump qui accueille le FBI. Et c'est vrai. Le 3 juin 2022, Trump est vraiment allé voir le FBI, sourire aux lèvres, en leur expliquant qu'il était à sa disposition et qu'il était là pour les aider. Et donc, la cave s'ouvre et le FBI récupère une trentaine de documents
classifiés qui ne devraient pas être à Mar-a-Lago. Là-dessus, Evan Corcoran signe un document après avoir consulté Donald Trump en expliquant qu'il n'y a plus rien d'autre à Mar-a-Lago. Il n'y a plus rien d'autre à Mar-a-Lago. Ce document est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, il a été poursuivi par ça. C'est pour ça qu'il a pris un avocat lui-même. Donc l'avocat de Trump, Corcoran, a été obligé de prendre un avocat. Et où c'est extrêmement dommageable pour Trump, c'est que Corcoran gardait, comme souvent le font les avocats, des minutes complètes des réunions avec Donald Trump. Et donc, Corcoran a la preuve qu'il est allé voir Trump, que Trump lui a certifié qu'il n'y avait plus rien à Mar-a-Lago et qu'il lui a demandé de signer ce document-là. Il y a 2 personnes qui ont signé ce document-là, qui expliquent qu'il n'y avait plus aucun document à Mar-a-Lago, qu'ils avaient eux-mêmes vérifié. La première personne, c'est Evan Corcoran. La deuxième, c'est Alina Habba. Hein, c'est le seul moment où son nom apparaît, c'est à ce moment-là. Et pourtant, le 8 août, 2 mois après, il va y avoir cette perquisition et ces dizaines et des dizaines de cartons de documents, dont la plupart sont classifiés, dont on a ces photos. Hein, les photos que vous voyez là, comprenez-le, ne datent pas du 3 juin 2022, mais datent du 8 août 2022, lorsque officiellement il n'y avait plus rien à Mar-a-Lago. D'accord ? Et pourquoi cette perquisition a eu lieu ? Parce que lorsque les archives nationales ont reçu les 30 et quelques documents que Corcoran leur a passés en jurant sur la tête de ses enfants qu'il n'y avait rien de plus, en tout cas c'était Trump qui avait juré qu'il n'y avait rien de plus, c'est que les archives nationales se sont rendues compte qu'il manquait des choses à l'appel et qu'au-delà de ça, le FBI avait commencé son enquête au sein de Mar-a-Lago pour comprendre comment et pourquoi ces documents étaient arrivés là. Et c'est là qu'ils ont appris que la Trump Org, qui possède Mar-a-Lago, était aussi propriétaire d'images de surveillance, de CCTV, donc des caméras de surveillance de tout Mar-a-Lago, et ils ont obtenu de la part d'un juge le droit d'avoir accès à ces images-là. Et ces images-là ont révélé ce qui s'est passé le 2 juin 2022, la veille de l'arrivée du FBI. Je vous en parle tout de suite. Bon, ben, j'espère en tout cas que cette histoire-là vous passionne. Merci Alain de ton super chat et de ta fidélité qui nous dit merci beaucoup pour votre travail, William, Thomas et Cody, qui à part vous trois pour nous donner ces infos, personne. Ouais, c'est bien triste. D'ailleurs, c'est pas, je n'en fais pas une fierté particulière lorsque je vous dis ça. C'est plutôt un constat de désabusé que je fais de la qualité de ce que l'on vous donne sur la situation américaine, dans les médias français, sur les plateaux de télévision où on va vous raconter en long et en large que c'est super important de suivre les primaires démocrates de Caroline du Sud lorsqu'il faudrait à la place vous raconter ces histoires-là. Mais bon, c'est compliqué, il faut du travail. Moi, pour vous raconter cette émission-là, aujourd'hui,
faut que vous compreniez que c'est non seulement pour la préparer directement, c'est plusieurs jours de travail pour en arriver là, mais que au-delà de ça, ce sont des mois de travail où je suis tous les dossiers, où j'ai toutes ces archives-là, etc., etc. Et donc aujourd'hui, c'est plus simple de se mettre sur un plateau de télévision et de vous parler des primaires de la Caroline du Sud ou du Nevada. Enfin. Donc, 3 juin, FBI, les documents sont versés, Trump salue tout le monde, Trump aide le FBI à récupérer les documents, on n'en est pas à ce qu'il les apporte lui jusqu'à dans la voiture, mais c'est limite, hein. Il est vraiment là, tout va bien, tout se passe bien. Et grâce aux images et aux témoignages et à l'enquête de Jack Smith, dont on connaît certains éléments de manière partielle, parce que évidemment, dans toutes ces dépositions, dans tous ces requêtes, dans tous ces documents, dans ces actes d'inculpation, dans son superseding acte d'inculpation, il donne certains éléments, mais il ne donne pas tout. De ce qu'on connaît aujourd'hui, on sait ce qui s'est passé le 2 juin. Le 2 juin, Ivan Corcoran donc, arrive, donc l'avocat, mais ce jour-là, Walt Nauta reçoit un ordre de Donald Trump. Il sait que le lendemain, le FBI va être là et il demande à Nauta, aidé par Carlos de Oliveira, de déménager certains de ces documents. Au moins 30 boîtes, pas 30 dossiers, 30 boîtes de documents secrets, de les déménager de la cave, dont il va donner la clé de la cave, et de les installer autre part dans Mar-a-Lago pour que ni son propre avocat, ni le FBI les découvrent. Je ne sais pas si vous comprenez la folie de la chose. C'est que lorsque Trump dit « Allez voir, je vous donne la clé, allez voir dans la cave », il sait que s'il propose tout ça, c'est parce qu'il sait qu'il n'y a plus les documents les plus importants. Que la veille, il a demandé à Nauta et à De Oliveira de transporter ces documents ailleurs. Et c'est lorsque le FBI va avoir accès aux images de surveillance et découvrir, voir Nauta et De Oliveira transporter ces boîtes-là, qui vont comprendre que Trump leur a menti, que Trump a menti à son propre avocat et que Trump n'a aucune intention de rendre ces documents-là parce qu'il vient de les dissimuler aux yeux de la justice américaine. Ce sont des actes extrêmement graves. Et c'est se basant sur ces actes extrêmement graves et le listing des documents manquants, comme par exemple les plans d'une attaque nucléaire contre l'Iran, ça fait partie de ces documents manquants, que le FBI va réussir à convaincre un magistrat de donner l'ordre de perquisition du 8 août 2022. Dans ces images de surveillance, après la perquisition, le FBI va découvrir Walt Nauta et Carlos de Oliveira en train de faire le tour pour identifier les numéros des caméras qui filment les zones clés de cette affaire-là, pour après aller voir le technicien en charge de la surveillance à Mar-a-Lago et leur demander, sur ordre de Trump, et Jack Smith dispose de témoins, dont ce fameux technicien qui a reçu cette demande-là, sur ordre de Trump, de détruire les images filmées par la caméra 1, 2, 7, 9, de toutes ces caméras
qui documente cette volonté de dissimuler les preuves à la justice américaine. Il y a un autre point qui a été révélé dans un de ces documents et qui, encore une fois, a pris de l'ampleur il y a quelques jours dans un média américain, je pense que c'était ABC, hein, il faut reconnaître des fois, ils vont un petit peu plus loin, oui c'était ABC, qui est complètement frustrant, que je vais vous raconter dans quelques secondes, et qui est le ratage, il n'y a pas d'autre mot, je ne sais pas si le mot est correct en français, mais vous comprenez ce que je veux dire, du FBI le 8 août 2022. À tout de suite. Merci, j'ai vu qu'il y avait un super sticker. Merci 3CPR pour ta deuxième contribution à notre travail, au travail de la chute. Merci, merci vraiment de votre soutien à toutes et à tous. C'est extrêmement bienvenu et apprécié. Donc le 8 août, le FBI effectue sa perquisition. Dans l'ordre du magistrat leur donne le pouvoir de aller dans les caves de Mar-a-Lago et aller dans les parties de quartier où vit Donald Trump, donc son bureau, sa chambre, et donc la perquisition et les salles de bal, parce qu'ils savent que certains des cartons ont été cachés dans les salles de bal de Mar-a-Lago. Hein, vous imaginez, hein, derrière les rideaux, il y a des gens dont l'identité n'a même pas été vérifiée, qui sont en train de danser, de boire, de faire la fête, et derrière les rideaux, il y a ces documents-là. Hein, c'est complètement fou. Et donc, ils effectuent cette perquisition, hein, que évidemment les médias pro-Trump vont rebaptiser du terme raid, hein, comme c'était une opération illégale de l'armée, une espèce d'opération commando. Par exemple, lorsque il y a eu le directeur du FBI qui est passé devant le Congrès pour parler justement de cette perquisition, il a expliqué les précautions que les agents du FBI étaient en civil et n'avaient pas d'armes lourdes avec eux, comme c'est normalement la procédure, ne portaient pas un uniforme avec eux, comme c'est normalement la procédure, pour ne pas venir perturber les clients de Mar-a-Lago et donner cette mauvaise image à Trump. Mais ça a été vendu par Trump et ses alliés comme s'il y avait eu une attaque commando sur Mar-a-Lago. Et alors que tout ça, et c'est ce que disait Bill Barr, hein, quand on revient dans son East Coast, toute cette situation-là, elle est créée à 100% par Donald Trump. Il prend des documents de manière illégale, on lui demande de les rendre, il ne le fait pas pendant des mois, il oblige du coup les archives nationales à demander au département de la justice d'intervenir. Le FBI vient une première fois sur les lieux récupérer tout ça le 3 juin avec la collaboration de l'avocat de Trump. Là, Trump prend la décision la veille d'aller planquer des documents un petit peu de partout dans Mar-a-Lago pour que le FBI ne le trouve pas. Et donc forcément, parce qu'il y a eu toutes ces manœuvres, le 8, il y a la perquisition. Il faut garder cette construction en tête parce que aujourd'hui, et à mesure qu'on va s'approcher d'un procès, si procès il y a lieu, ça va être un des arguments en disant, vous voyez, il y a eu cette perquisition ordonnée par Biden pour éliminer un concurrent politique. Non, il y a eu une escalade logique des différentes procédures, et c'est parce que Trump a refusé
de se ranger du côté de la loi que nous en sommes arrivés là. C'est la seule explication. C'est la seule explication. Et donc, le 8 août, en faisant attention de ne pas traumatiser les membres de Mar-a-Lago, le FBI effectue cette perquisition. Et ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que le FBI a raté deux endroits, dont un clé, vous allez voir, c'est assez rigolo, de Mar-a-Lago. Le premier, c'est que il ne savait pas que dans la chambre, c'est une sorte de suite, dans la chambre de Donald Trump, où ils ont découvert des documents secrets jusque dans sa table de nuit, dans la chambre de Donald Trump, derrière un écran de télévision, dissimulé derrière un écran de télévision et un meuble, il y a une pièce cachée. Pas une pièce secrète, une pièce cachée où apparemment sont mis tous les câbles justement pour la télévision, pour le son, etc. Mais il y a une pièce qui est là. Et personne, lorsque le FBI fait cette perquisition, leur dit qu'il y a cette pièce de dissimulé à quelques mètres du lit de Donald Trump, à quelques mètres de documents secrets. Donc cette pièce ne sera pas fouillée. Et puis, il y a un deuxième lieu qui n'est pas fouillé, qui est à l'entrée, à côté du bureau de Donald Trump. C'est un placard qui est fermé à clé. Et lorsque le FBI arrive à ce niveau de placard, il demande au Secret Service s'ils ont la clé, la réponse est non, et en expliquant, mais de toute façon, il n'y a rien dans ce placard-là. C'est un placard qui a été sous notre autorité, parce qu'il y a des parties de Mar-a-Lago qui sont sous l'autorité du Secret Service et d'autres pas, et donc le placard, c'est le cas, et il n'y a rien. C'est en fait une ancienne. C'est un très vieux bâtiment, Mar-a-Lago. C'est une ancienne pièce une ancienne entrée qui a mené vers les combles, qui a été transformée en placard. On a rajouté des étagères. Il n'y a rien dedans. Et le FBI, pour des raisons que l'on devra éclaircir, qui peut-être ont été éclaircies par Jack Smith, mais on ne le sait pas encore, décide de prendre la réponse qu'on leur donne comme argent comptant et ne vont pas ouvrir, ne vont pas forcer l'accès de ce placard. Vous allez me dire, c'est qu'un placard. Non. Ce placard-là a une importance extrêmement importante. Dans son enquête, Jack Smith a découvert et dispose de plusieurs témoins qui lui ont raconté une histoire complètement folle. L'histoire complètement folle est la suivante. Vous voyez, je ne vous ai pas fait une pause de pub avant de vous la raconter. Je vous la raconte tout de suite. L'histoire suivante est complètement folle. Un jour, apparemment, avant cette fameuse date du 3 juin, Donald Trump convoque Carlos de Oliveira. Carlos de Oliveira, je vous le rappelle, c'est son co-inculpé qui a menti sous serment pour Trump, qui est poursuivi pour mensonge, qui risque 30 ans de prison pour Trump. Trump sait que De Oliveira est d'une loyauté exceptionnelle. Et on le sait parce que, en pleine période de paranoïa, lorsque cette affaire-là commence à exploser
à partir du 2 juin, mais principalement à partir du 8 août, à partir de la perquisition, Trump demande à Nota, ça fait partie du dossier, il y a des échanges de textes, ça fait partie du dossier, il passe par un intermédiaire, c'est pas Trump qui texte directement Nota, de lui demander si on est certain de la loyauté de Oliveira et si on peut compter sur De Oliveira. Et donc, Nota confirme que c'est le cas. On sait qu'il y a eu une conversation de 24 minutes, une conversation téléphonique, où Trump a parlé, on ne sait pas ce qui a été dit, a parlé directement avec De Oliveira. Donc 24 minutes pour parler à quelqu'un qui est l'homme à tout faire de Mar-a-Lago. Il y avait des instructions extrêmement précises. Ou alors, c'était pour parler de tout ce que je viens de vous raconter, les caméras de surveillance, le déménagement des cartons. Et on sait qu'à la fin de ces conversations-là, Trump a pris lui-même la décision de dire à De Oliveira, c'est bon, ne t'inquiète pas, on va prendre soin de toi, tu n'as pas à t'inquiéter, l'avocat, c'est c'est moi qui vais le payer. En fait, c'est encore une fois une de ces super PAC, mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Et donc, si on revient à ce placard, qui n'a pas été fouillé par le FBI, Smith a découvert que quelques jours avant la visite du FBI du 3 juin, Trump a fait venir De Oliveira et lui a demandé de changer les serrures de ce placard-là. De Oliveira change la serrure du placard et c'est ce que raconte Smith. De Oliveira indique qu'il a remis les clés en main propre à Donald Trump. Donc ce placard qui n'a pas été fouillé par le FBI, dont la serrure, après plus de 4 ans, dont personne ne s'intéresse, a été changée sur ordre de Donald Trump, à la veille de la venue du FBI, c'est Donald Trump qui en a la clé. Ce qui pose forcément la question de savoir pourquoi Donald Trump a demandé à ses co-inculpés, auxquels il a déjà demandé de détruire des cassettes vidéo, des enregistrements vidéo, de transporter et de cacher des documents secrets, pourquoi il a demandé à De Oliveira de venir changer soudainement la serrure d'un placard et de lui remettre en main propre cette clé. Qu'y avait-il dans ce placard? Est-ce que Smith a réussi à répondre à cette question? C'est peut-être le cas. Pour le savoir, il faut arriver à ce procès. Pour que ce procès ait lieu, il faut que soit la juge Cannon décide enfin d'avancer, soit que Smith trouve une manière de s'en séparer. Voilà, c'était la chute. Voilà, ouf. Hein, je vous avais dit, tout ça, c'était pas possible de faire tout ça hier. Vous avez très bien compris. Thomas me disait qu'il y avait quelques questions, qu'il y avait quelqu'un qui demandait si The Quantum Girl. Alors, est-il possible que le FBI refasse une perquisition? Oui, c'est toujours possible. Il suffit d'aller voir un juge et de lui démontrer qu'il y a une cause probable qui est donc qui a une nécessité d'effectuer cette perquisition. Si elle n'a pas eu lieu, si Smith n'a pas demandé une deuxième perquisition, ça veut dire différentes choses. Ça veut dire qu'il estime que peut-être
il n'y a plus, c'est peut-être trop tard, qu'il n'y a plus de documents secrets à Mar-a-Lago, que Trump, s'il en avait d'autres, il a réussi, y compris ceux dans ce placard, il a réussi à les faire sortir, ou alors il a des réponses que nous ne connaissons pas sur justement ce qui s'est passé, ce qu'il y avait dans ce placard-là, à la clé, à la serrure changée sous exigence de Trump. Alors, on change pas tous les jours des serrures de placard, et que donc, comme il a les réponses, ces réponses sont suffisamment claires, sourcées et importantes, sans qu'il y ait besoin de faire cette perquisition. Mais je trouve que c'est justement intéressant que le fait que Smith n'ait pas demandé une deuxième perquisition à Mar-a-Lago, c'est que il a des informations suffisamment fortes qui, à ses yeux, ne justifient pas de demander la chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est bon? Vous avez tout compris? Alors, j'espère que tout ça, ce dossier-là, vous a plu. C'est un dossier vraiment important. Évidemment, on va le suivre. Il y a toujours cette date de la fin du mois de mai de prévu. Normalement, hein, lorsqu'on revient en arrière quand on connaît les procédures judiciaires et les préparations d'un procès. Cette date du mois de mai, on devrait savoir courant première quinzaine de mars, à mon avis, donc dans un mois, si cette date est maintenue, si elle est changée à quand, et donc de savoir si ce procès-là va avoir lieu. Entre-temps, on attend toujours une première décision de la magistrate pour permettre, si c'est nécessaire, à Jack Smith de faire accélérer le processus et de demander une nouvelle magistrate. On va voir. Donc c'est évidemment, vous vous en doutez, un des dossiers qui me fascine le plus, en fait, ils me fascinent tous, hein, soyons clairs, mais qui me fascine le plus, qui est effectivement passionnant. Et donc je vais surveiller tout ça, et puis c'est certain que d'ici le mois de mars, on se refera des émissions sur les documents secrets de Mar-a-Lago, qui est, je vous l'ai dit, une histoire entre méthode mafieuse et roman d'espionnage. Je voudrais vous rappeler, si ce n'est pas encore le cas, s'il vous plaît, d'aller vous abonner à la chaîne de La Chute, d'aller cliquer sur la sonnette pour recevoir les notifications lorsque on se retrouve en direct. Je voudrais aussi remercier à nouveau, Thomas, celles et ceux qui sont venus soutenir notre travail à La Chute, le travail de Cody qui était présent dans le chat aujourd'hui, qui a fait toute cette recherche iconographique à tous ces documents qui arrivent à mesure que l'on parle. Thomas qui a encore une fois produit et réalisé cette émission après celle d'hier. Donc je voudrais remercier pour votre soutien Marie-Françoise, merci Marie-Françoise, merci Gilbert, merci Cartapus, Alain B, merci 2 fois, hein, pas une fois, merci 2 fois, 3 CPR, merci Louise qui est devenue une membre des chutistes, et merci, je sais, j'ai pas mon téléphone avec moi, qu'après chaque émission, il y a de nouveaux chutistes qui nous rejoignent sur La Chute. Vous savez, sur notre page Kiss Kiss Bang Bang, vous savez que un des avantages, il y en a plusieurs de la page Kiss Kiss Bang Bang, il y a des avantages pour nous, c'est que ça nous permet de planifier notre budget, nos émissions, nos achats, nos abonnements, etc., etc. Mais ça vous permet, entre autres, de rejoindre un chat ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui évidemment est essentiellement consacré à l'actualité de cette élection 2024 et des procès et des affaires Trump, et de me poser toutes vos questions. Donc voilà, c'est un des avantages. Et d'ailleurs, comme d'habitude, dès que cette émission va se terminer, je vais rejoindre le chat Telegram Kiss Kiss Bang Bang pour l'after de La Chute. Voilà, merci pour vos messages, ça fait plaisir. Je vois que l'émission vous a passionné, vous a plu. Merci. N'oubliez pas, une fois que l'émission est terminée, d'aller mettre votre pouce
d'aller aimer l'émission, d'aller aussi partager, laisser un commentaire. Hein, si l'émission vous a passionné, n'hésitez pas à l'écrire, c'est important pour l'algorithme de YouTube. Comme Cody vous l'a dit, on approche les 11 000 abonnés, c'est complètement fou, donc tout ça c'est grâce à vous. Et merci Zipic pour ton super chat. Pour un petit pot de miel, ouais, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ma voix est en fin de parcours. Il va y avoir miel obligatoire. Dans tous les cas, je vous retrouve dans quelques minutes pour l'after de la chute sur le chat Telegram. Merci encore une fois de votre présence aussi nombreux. Merci de votre soutien. Merci d'être présent émission par émission. On se retrouve la semaine prochaine. Tout s'accélère. Le mois de janvier était déjà celui de tous les dangers. Le mois de février, c'est pareil, mais x10. Hein. Donc voilà. Allez, à très vite. Bonne soirée à tout le monde. Bon week-end, bonne fin de semaine. Si vous êtes au Québec, c'était la chute.